De mon point de vue, la réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle, une réponse possible, c'est pas la réponse, pardon, dans ce qu'on appelle les communs. Je vais expliquer rapidement ce que c'est. Ça vient plutôt de l'économie, mais en réalité, à mon avis, ça a une vraie portée politique, y compris pour les maladies contemporaines de la démocratie occidentale. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est, disons, ce qu'on apprend aux étudiants en économie qui étudient les travaux d'une grande dame, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009. C'est la seule femme à avoir jamais eu le prix Nobel. En fait, c'était grâce à la crise financière de 2008. Le jury Nobel était tétanisé en 2009, ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, cette fois-ci, il faut quand même qu'on donne le prix Nobel à quelqu'un qui ne raconte pas que les marchés financiers sont efficaces. Ils ont cherché en catastrophe quelqu'un qui ne disait pas ça, et ils ont trouvé Elinor Ostrom. Et puis après, 2010, ils étaient rassérénés, ils se sont dit, ça y est, la crise est passée, on va pouvoir recommencer à donner le prix Nobel à des économistes qui nous disent que les marchés financiers sont efficients. Et d'ailleurs, il n'y a plus de femmes depuis lors qui ont eu le prix Nobel. Voilà, c'est la seule femme qui n'a jamais eu le prix Nobel, Elinor Ostrom. Alors, Elinor, elle dit, ou elle disait dans ses travaux, parce que malheureusement elle est décédée d'un cancer depuis lors, elle disait, vous les économistes, vous êtes habitués à voir le monde en noir et blanc, avec deux types de biens, les biens privés et les biens publics. Les biens privés, c'est les biens qui relèvent de la sphère marchande, du marché, de l'échange commercial, puis les biens publics, c'est ce qui relève de la bureaucratie d'État. Alors comment est-ce que les économistes ont l'habitude de caractériser ces biens? Alors malheureusement c'est en anglais, puis je n'ai pas eu le temps de le traduire en français. Les biens privés sont caractérisés par deux dimensions, le caractère rival de la consommation et le caractère exclusif de l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bois ce verre d'eau qui est ici, ce verre d'eau, Christophe ne peut pas le boire. Donc c'est lui ou moi. Ça veut dire que la consommation, merci beaucoup, est exclusive. Alors évidemment, Christophe a le droit d'être très généreux et hospitalier, de me donner de l'eau. Mais vous voyez que la consommation de ce verre d'eau est exclusive. Soit c'est lui, soit c'est moi. On ne peut pas partager ce verre d'eau. Et puis l'accès est rival, pardon. La consommation est rivale. Et puis l'accès peut être rendu exclusif au sens où si je veux une bouteille d'eau, il se peut que je doive l'acheter. Donc je m'acquitte d'un prix ou par exemple d'une taxe, d'un impôt, ou des frais d'inscription, etc. Donc il peut y avoir un accès régulé, par exemple, par un prix. Tout le monde, enfin certains peuvent être privés de l'accès à cette ressource. Ça s'appelle un bien privé. Par opposition, un bien public, c'est un bien dont la consommation n'est jamais rivale et dont l'accès ne peut pas être régulé de cette manière-là. Alors typiquement, le soleil, si je vais bronzer au soleil, ça n'empêche absolument pas, Cécile, qui est là-bas, de bronzer au soleil en même temps. C'est-à-dire, je ne prive personne en allant bronzer au soleil. Donc la consommation n'est pas rivale, contrairement à l'eau. Et puis de la même manière, l'accès peut difficilement être rendu exclusif parce qu'on ne peut pas mettre un policier tous les 10 mètres pour m'obliger à m'acquitter d'une taxe si je bronze au soleil. Encore que, vous savez qu'il y a certaines plages privatisées où vous devez payer, on en parlait il n'y a pas très longtemps, sur l'île de Majorque, vous devez payer 1 000 € la journée pour avoir le droit de bronzer au soleil sur une plage privée. Et justement, c'est-à-dire qu'elle a été privatisée, en fait. Mais le soleil, a priori, comme dit l'évangile de Matthieu, il brille pour tout le monde, pour les bons et comme pour les méchants. Et donc c'est un bien public. L'accès ne peut pas être rendu exclusif. Ça va? Vous voyez bien la différence entre bien privé et bien public. Bon. Alors ce que dit Elinor Ostrom, c'est qu'il y a des biens qui sont ni privés ni publics, mais qui sont intermédiaires, qui sont des biens communs d'un côté et des biens clubs de l'autre. Alors les biens communs, qu'est-ce que c'est? C'est des biens dont la consommation peut être rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé comme pour un bien privé. Alors un exemple, c'est un étang dans lequel vous vivez, vous pêchez des poissons. Si je vais braconner la nuit et que je prends tous les poissons, alors j'ai brisé toutes les chaînes trophiques des poissons, il n'y a plus de poissons l'année prochaine, et tout le monde est privé de poissons. Donc la consommation est rivale. Mais de même que pour le soleil, c'est quand même compliqué de mettre un garde champêtre derrière chaque arbre la nuit pour vérifier que personne ne vient braconner la nuit. Donc ça s'appelle un commun. Et en fait, les biens communs, vous en connaissez tous, nous en connaissons tous en Creuse, c'est les fameux communaux qui existaient encore et qui existent peut-être encore aujourd'hui dans la plupart de nos villages, qui ont en fait florès pendant tout le Moyen-Âge, mais face auxquels, j'y reviendrai dans un instant, d'une certaine manière, une certaine modernité a fait la guerre à ces communs depuis 2 siècles et demi. Et puis il y a les biens clubs, on pourrait appeler ça des biens tribaux, ou en allemand des biens stämmig, du Stamm, la tribu. Ce sont des biens dont la consommation n'est pas rivale, mais dont l'accès est régulé. Alors typiquement un club d'échecs. Si j'entre dans un club d'échecs, ça n'empêche pas Anne, qui est par ici, c'est plus haut, qui est tout au fond, de jouer aux échecs avec moi. C'est même mieux, ça lui fait un partenaire de plus dans le club d'échecs. Donc la consommation n'est pas rivale. En revanche, pour entrer dans le club d'échecs, il se peut que je doive m'acquitter des frais d'inscription. Il faut que je rentre dans la tribu, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Et donc ce que dit Elinor Ostrom, c'est, en fait, il y a des biens privés, il y a des biens publics, mais il y a aussi des communs, et puis il y a aussi des biens clubs, ou des biens tribaux. Alors un exemple de bien club très connu aujourd'hui, c'est ça. Hein, dès que j'ai acheté cet appareil-là et l'abonnement qui me permet de me connecter, si j'étais seul au monde à avoir ça, ça n'aurait aucun intérêt. Je pourrais appeler personne, personne ne pourrait m'appeler. Si nous sommes 7 milliards à être connectés, ça devient intéressant. Donc ça, c'est un club. Ok ? Alors,
la première remarque que je voudrais faire, c'est évidemment, si vous réfléchissez une minute, vous verrez qu'aucun bien n'est intrinsèquement ni privé, ni public, ni commun, ni club. En fait, les biens, ils n'ont pas de nature prédéterminée. C'est nous qui décidons d'en faire des biens privés ou publics, ou des communs, ou des biens clubs. Je prends un exemple, c'est l'éducation. L'éducation a été un bien privé pendant très longtemps, puis elle a été un bien tribal, un bien club pour les plus riches des Européens, notamment grâce aux jésuites à partir du XVIe siècle. Puis elle est devenue un bien public au XIXe, au moment où l'État, en particulier la Troisième République, a pris en charge l'éducation de la jeunesse. Et la fameuse dispute entre l'instituteur, le hussard noir de la République, et le curé de village, c'est une dispute sur la nature de l'éducation. Est-ce que l'éducation est un bien tribal ou privé, en quel cas elle relève de l'Église, ou est-ce que c'est un bien public, en quel cas elle relève de l'État? Et donc on a fait le choix, en France, de faire de l'éducation un bien public. Et puis, depuis une trentaine d'années, les crédits publics à l'éducation nationale et à l'université s'effondrent tellement qu'on peut se demander si notre société veut vraiment conserver l'éducation comme un bien public. Et le succès des lieux d'enseignement privés, y compris les collèges jésuites d'ailleurs, dit quelque chose du fait que notre société, sans se l'avouer à elle-même, est peut-être en train de renouer avec l'idée que l'éducation est un bien privé. Est-ce que c'est une bonne chose? À vous de juger. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Mais... Donc vous voyez bien que la même ressource, par exemple l'éducation, peut changer de statut dans l'histoire. Ça dépend d'une décision politique. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a une délibération nécessaire. Donc, penser le monde en termes de biens publics, privés, communs et tribaux, à condition de les dénaturaliser, et de dire, en fait, derrière chaque détermination, chaque catégorie, il y a une décision politique, ça ouvre une délibération collective. Quels sont les biens que nous voulons conserver en commun? Quels sont les biens que nous voulons déléguer à la sphère marchande, comme biens privés? Quels sont les biens dont nous voulons qu'ils relèvent de l'État? Et quels sont les biens tribaux dont nous consentons, nous acceptons qu'ils restent les biens tribaux, les biens clubs? Vous voyez? C'est pas évident. Je suis sûr que si on se met à discuter, chacun d'entre nous a sa petite idée sur les biens qui doivent devenir des biens communs. Par exemple, est-ce que la biodiversité est un bien commun? Est-ce que l'eau est un bien commun? Alors, exemple historique très connu, à Naples, il y a eu une grosse bagarre en 2011 parce que le gouvernement italien et la Commission européenne voulaient privatiser l'eau à Naples, parce qu'il manquait déjà d'eau à l'époque. Les Napolitains sont descendus dans la rue, ont protesté, ont dit non, non, c'est hors de question, l'eau c'est un bien vital, il est hors de question que les gens fassent des affaires sur l'eau, donc l'eau doit devenir un bien municipal. Donc ils ont travaillé pour la remunicipalisation de l'eau, sujet qui nous concerne déjà aujourd'hui. Ils ont obtenu gain de cause, mais après des bagarres homériques, en particulier contre la Commission européenne, qui voulait privatiser l'eau à Naples. Et il y a un grand juriste italien, Stefano Rodotà, qui a proposé à ce moment-là qu'on inscrive dans la Constitution italienne que l'eau est intrinsèquement un bien commun. C'est-à-dire que les Italiens prendraient la décision collective et porteraient ça au plus haut niveau de l'autorité juridique, le droit constitutionnel, la Constitution italienne, et diraient l'eau désormais ne pourra plus être privatisée parce que c'est un bien commun. Malheureusement, Rodotà a échoué, donc ça n'est pas dans la Constitution italienne, mais la proposition est sur la table. Et on pourrait se poser la même question pour la France. Quels sont les biens dont nous voudrions ensemble qu'ils soient des biens communs, qui ne puissent jamais être privatisés? Parce que le jour où ils seront privatisés, ce qui va se passer après sera très, très vite vu. Les plus riches y auront accès et pas les autres. Et tous ceux d'entre nous qui se sont promenés dans les bidonvilles de la planète, que ce soit en Inde ou en Afrique, ont tous vu les camions-citernes arriver, les pauvres se ruer pour avoir 3 gouttes d'eau et payer une fortune, le droit d'avoir 3 gouttes d'eau potable par jour, quand ils y arrivent. C'est ça la fin de la privatisation de l'eau. C'est ça qu'évidemment il faut absolument éviter. Autre exemple, évidemment, Cochabamba en Bolivie, vous en avez entendu parler, les Boliviens se sont battus eux aussi pour que l'eau ne soit pas privatisée à Cochabamba. Ça vaut pour l'eau, ça vaut pour l'oxygène, ça vaut pour des biotopes sains, ça vaut pour des écosystèmes naturels prospères, ça vaut aussi par exemple pour la culture. On pourrait se demander si la culture n'est pas un commun. Et tout ce qui tourne autour des logiciels libres sur Internet, peut-être du copyleft, dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire des modes de propriété originaux, où, par exemple, je crée une chanson, je la mets en accès libre sur Internet et je dis, tout le monde a le droit d'utiliser la mélodie, les accords, les harmonies, les paroles, à condition de ne jamais en faire un bien privé. C'est-à-dire de ne jamais revendiquer un droit d'auteur dessus. Donc c'est le contraire du copyright. Ça s'appelle le copyleft. Vous voyez ? Le copyleft, c'est une manière de dire ma chanson est un commun. Wikipédia. Tout le monde peut intervenir sur Wikipédia. Alors, au début, si vous vous en souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, pas les plus jeunes, mais les autres, tout le monde disait, oh là là, Wikipédia, ça va être un bordel pas possible, il va y avoir des horreurs. En fait, des tests ont été faits, il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica. Donc ça veut dire que notre intelligence collective, quand nous travaillons ensemble, est très très puissante, et d'une certaine manière plus puissante que l'opération d'État, puisque l'Encyclopédia Britannica, c'est une opération d'État, c'est une opération publique.
Ça ne veut pas dire que les opérations publiques ne sont pas bonnes, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à honorer ce que le Moyen-Âge européen connaissait très bien, à savoir les communs. Ce que le droit romain connaissait déjà très très bien, la res communis, la chose commune, qui n'est ni la chose privée, ni la chose publique, ni la chose tribale. Alors pourquoi je parle de ça en lien avec la question de la démocratie? Parce que je crois, et je vais m'arrêter là dans 5 minutes, je crois que notre modernité occidentale au XVIIIe siècle et notre représentation de la démocratie tourne au fond, c'est une lecture possible, il y en a d'autres, hein, de 3 grands piliers. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir la désacralisation du pouvoir. On pourrait dire autrement, la séparation définitive entre le religieux et le politique. L'idée que le religieux ne donne plus de droit de regard spécifique sur la question politique. Ça ne veut pas dire que l'instance religieuse n'a pas son mot à dire dans le débat public, mais elle a un mot à dire avec d'autres, à égalité avec d'autres. Le pouvoir n'est plus sacré, donc l'Église en particulier n'est pas redevable du politique comme tel. Ce qui évidemment suscite la nostalgie d'un certain nombre de chrétiens, mais qui d'une certaine manière ne sont pas fidèles probablement à l'Évangile. Premièrement, désacralisation du pouvoir. Deuxièmement, les droits de l'homme, les droits humains. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des droits inaliénables qui concernent les individus et les collectifs, parce qu'il y a aussi des aspects collectifs dans les droits sociaux en particulier, qui sont indépendants de la délibération et qui donnent même une norme universelle intangible. En fait, c'est un héritage sécularisé de ce qu'on a appelé au Moyen-Âge le droit naturel. Et puis, troisièmement, la propriété privée. Parce que la propriété privée est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un droit inaliénable et sacré. Elle est dans notre Code civil, et elle a un statut extrêmement élevé dans notre Code civil. Et, je n'ai pas le temps de raconter tout ça, mais au fond, même la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la manifestation par une certaine bourgeoisie citadine de la volonté de mettre en avant la propriété privée. Et notre démocratie représentative peut même se comprendre, et c'est Benjamin Constant qui dit ça, comme, eh bien, nous élisons des gens pour nous représenter, qui vont gérer les affaires publiques, pendant que nous allons prospérer dans nos affaires privées. Donc dans cette représentation-là, la démocratie représentative pourrait être implicitement construite sur une partition du monde privé-public, largement remise en cause par Elinor Ostrom et d'autres, mais dans laquelle on se dit, au fond, les représentants sont là pour faire notre boulot à notre place sur les questions publiques, et nous gérons nos affaires privées, tranquillement. Et pourvu que l'État nous laisse tranquilles dans la gestion de nos affaires privées. Quelqu'un qui dit ça de manière très explicite, c'est Benjamin Constant. Et dans le même temps, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a eu une bagarre très très forte des avocats de la propriété privée contre les communs. Donc les biens communs n'ont pas disparu du Code civil, ils sont toujours présents, mais de manière extrêmement discrète. Et très souvent, les juristes aujourd'hui font comme si les biens communs avaient disparu du droit français, alors qu'ils y sont toujours, mais de manière très discrète. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en crise dans notre démocratie, à cause du dérèglement climatique et de la crise écologique, c'est le troisième pilier, la propriété privée. La désacralisation du pouvoir, les droits humains, les droits de l'homme et de la femme, et la propriété privée. Pourquoi est-ce que c'est la propriété privée qui est en crise? Parce qu'elle est l'une des sources majeures de la crise écologique. Pourquoi? Parce que si demain matin, aux États-Unis par exemple, je trouve du pétrole dans mon jardin, si je suis le propriétaire privé de mon jardin, personne n'a le droit de m'empêcher d'extraire du pétrole et de continuer à détruire la planète. Donc là, et vous voyez que c'est la même question qui est posée sur la souveraineté de l'État avec Bolsonaro, l'Amazonie au Brésil. L'État souverain est le miroir, en fait, et c'est ce qu'on trouve chez Hobbes, évidemment, du propriétaire privé souverain absolu, de ce dont il est propriétaire privé. Donc c'est cette absoluité ou cet absolutisme de la propriété privée qui pose problème aujourd'hui. Il faut pouvoir encadrer la propriété privée et dire, même si vous êtes le propriétaire privé de votre jardin, pour des raisons écologiques qui intéressent la totalité de l'humanité, vous n'avez pas le droit de sortir le pétrole de votre jardin. Ou bien, les poissons qui sont dans les océans ne sont pas votre propriété privée. Vous n'avez pas le droit de pêcher n'importe quel poisson, n'importe comment, parce que vous savez que la pêche industrielle en eau profonde, ajoutée aux déchets plastiques, le nouveau continent de la planète, ajoutée au réchauffement des océans et à l'acidification des océans, à cause de l'absorption de CO2, détruit les poissons, de sorte qu'il n'y aura probablement plus de poissons comestibles dans nos océans entre 2040 et 2050. Ça veut dire, est-ce que l'humanité aujourd'hui est capable de se dire, nous voulons que nos poissons soient un commun et non plus un bien privé? Ça peut difficilement être un bien public, parce que heureusement, il n'y a pas d'État mondial pour gérer comme bien public la totalité des poissons de nos océans. On peut espérer que ça ne devienne pas un bien tribal, parce que les poissons bougent, heureusement, donc ils traversent les océans. Voilà. On pourrait poser la même question sur les oiseaux, par exemple, puisqu'on a eu un très bel exposé hier d'Hervé Covès sur les oiseaux. On a compris que la migration des oiseaux était centrale à l'équilibre de nos écosystèmes naturels. La question est posée, par exemple, sur la chasse et l'extension des espèces d'oiseaux qu'on a le droit de chasser et d'abattre en France. C'est une question. Est-ce que l'oiseau peut devenir un bien privé? Question qui mérite d'être posée, pour laquelle il faut une délibération.
Et j'arrête là. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on prenait au sérieux ces idées-là pour notre démocratie? Ça voudrait dire qu'on pourrait assigner à l'État un nouveau rôle qui n'est pas tant de s'occuper des biens publics, qui est la fonction dans laquelle on l'a cantonné, disons, depuis la modernité, avec cette idée que ce qui est fondamental, c'est la propriété privée, les droits de l'homme et la désacralisation du pouvoir. Mais on pourrait assigner à l'État une nouvelle fonction, une nouvelle mission, beaucoup plus difficile et beaucoup plus noble que simplement faire respecter les contrats privés, qui est de faire respecter les communs et de rendre possible l'émergence des communs dans la société civile. Ça veut dire que l'acteur principal, c'est la société civile, c'est vous et moi, les ONG, les clubs communaux, etc. Et que ce à quoi l'État doit veiller, c'est à rendre possible l'émergence des communs que, ensemble, nous allons décider de préserver, dont nous allons décider de prendre soin. Nos écosystèmes naturels, nos langues, nos cultures, des monnaies locales, etc. etc. Et vous voyez que ça change complètement la perspective de la représentation de l'État. Si nous faisions ça, alors on pourrait poser une question à Bolsonaro au Brésil, en lui disant « En tant qu'État, tu n'as pas le droit de détruire l'Amazonie parce que tu détruis un bien commun mondial. » Or, le boulot de l'État, c'est de préserver les biens communs. Et tant qu'on conserve la représentation classique de l'État comme celui qui a un certain nombre de pouvoirs régaliens, assurer la sécurité en gros, et la paix civile, et puis la promotion des contrats privés, nous ne pourrons jamais rien dire à Bolsonaro. Donc ça suppose de réviser complètement notre représentation de ce que c'est que l'État et de ce que c'est qu'une démocratie. Voilà, je vais m'arrêter ici.